Fin août 1944. Une tente de commandement plantée sur une terre trempée entre Cherbourg et la frontière allemande, France. À l'intérieur, l'odeur entêtante du café brûlé se mêle à celle plus froide du mazout et du papier humide. Une lampe à pétrole projette des ombres mobiles sur une grande carte épinglée au mur. Des lignes rouges indiquent des dépôts d'essence presque vides, des flèches bleues tracent la fulgurance de la 3e armée de Patton. À 100 milles du Reich, ces flèches s'arrêtent comme si un mur invisible les avait frappées. Autour de la table, des hommes en uniforme, gradés, fatigués, précis, regardent sans joie la même vérité. Les chars n'ont pas été réduits au silence par un obus, mais par quelque chose d'ordinaire et d'implacable, l'essence qui manque. Major général John C. Ashley, commandant de la communication zone, se tient la main serrée sur la carte. Aucun cinéma ici, aucune charge héroïque, seulement un calcul brutal. 100 camions qui amènent le carburant, les chars ne sont que statues de métal vernissées. 100 camions qui portent les obus, les canons se taisent. 100 camions qui livrent les rations, les hommes ont faim. Les véhicules de transport sont le pouls de l'armée, pense Lee et le pouls faibli. Il y a 6 mois, dans les cénacles d'état-major, le GMC CCKW était un nom sans éclat, un simple camion de ravitaillement. Pas de grandes pages dans les manuels d'histoire pour un plateau de bois et un châssis robuste. Il n'avait ni la brutalité romantique d'un panthère allemand, ni la poésie des Mustangs en piqué. C'était un utilitaire, un 2,5 tonnes, 6 roues motrices, conçu pour transporter des tonnes sans drame, et pourtant, sur cette toile de guerre, ce camion allait révéler sa nature de faiseur de destin. La scène s'ouvre sur une ironie, des cerveaux militaires qui, depuis Napoléon, savent que les guerres se gagnent en partie par les lignes d'approvisionnement, avaient laissé la logistique sombrer dans l'ennui administratif. Après la Première Guerre mondiale, l'armée américaine avait hérité d'un fatras de modèles, chaque camion exigeant pièces et outils différents, une usine à pénurie. Des généraux parlaient d'opérations, de percées, d'objectifs. Ils ne parlaient pas de roulement d'essieu, de boîtes de vitesse Warner T93 ou du moteur GMC 270 qui, en silence, tiendrait la promesse d'endurance. Le ton change bientôt, la moquerie initiale, un camion, rien de plus, se teinte de reconnaissance inquiète. Les hommes autour de la table connaissent les chiffres. Une division d'infanterie en combat consomme en moyenne 650 tonnes par jour. Une division blindée, encore davantage. À l'échelle des armées alliées, cela signifie des dizaines de milliers de tonnes quotidiennes. Avec les voies ferrées en ruine, ponts effondrés, locomotives incendiées, les chiffres deviennent une géographie de camionnage. Chaque mile conquis exige 2 miles de convoyage. L'avance fulgurante de Patton, si brillante sur la carte, a transformé la logistique en une course folle. Plus la scie roulait vite, plus l'arrière devenait fragile. Dans l'ombre de la tente, Lee observe les flèches bleues qui s'arrêtent, comme si quelqu'un avait fermé un robinet. Il entend, dans sa tête, la voix sèche de Patton. « Mes chars sont bons pour tirer si je n'ai pas d'essence. » Et la réponse amère ? Non. L'impensable se produit. La supériorité mécanique et tactique est mise en échec par la banalité d'un réservoir vide. C'est à ce moment que germe une décision désespérée, non plus une manœuvre sur une carte, mais une ordonnance logistique, créer un chemin de vie, un ruban dédié au ravitaillement. Le plan naissant portera un nom plus tard, Red Bull Express. Pour l'instant, dans la toile de la guerre, il n'est qu'une idée ardente, une conviction que des hommes au volant et des camions GMC CCKW, 2,5, les Jimmy, peuvent à eux seuls recoudre une armée tirée jusqu'à la rupture. Et il y a l'autre vérité, plus lourde encore. Parmi les milliers d'hommes qui vont monter ces convois, la majorité est composée de soldats afro-américains, assignés aux unités de service dans une armée encore ségrégée. Ils prendront la route la nuit, sans phare, sous le risque constant d'embuscades, de fatigue et d'effondrement mécanique. Leur bravoure restera, pour beaucoup, invisible, pas de statue, pas de bobine de film à leur gloire. Pourtant, ils portent la guerre sur leurs épaules et derrière leurs roues. Le destin de Patton, d'Eisenhower, de l'offensive tout entière commence à se réécrire non pas dans les salons des généraux, mais dans la poussière que soulèvent ces camions. La tente se remplit d'un silence haché. Lee repasse une carte dans ses doigts, sans la crasse du papier et la rugosité des pinces utilisées pour les punaises. Il sait que l'armée la plus puissante ne peut se permettre d'être romantique au sujet d'un camion. La guerre, ici, exige des véhicules simples, remplaçables, réparables par des hommes qui n'exigent pas de médailles pour leur travail. Le premier acte de la transformation, de la moquerie à la terreur, de l'oubli à la reconnaissance, est sur le point de commencer. Le Jimmy s'apprête à devenir, pièce par pièce, le plus décisif des instruments de guerre. Printemps 1939. Fort Labir, Maryland. Sous un hangar métallique noyé dans la lumière blafarde, un groupe d'ingénieurs et d'officiers du quartermaster scrute un prototype couvert de boue séchée.
Ce n'est pas un char, ni un avion, juste un camion, aux formes carrées sans panache. Pourtant, dans l'air suspendu de cette matinée de test, quelque chose de plus grand se joue. La naissance d'une machine qui, sans tirer un seul coup de feu, décidera du sort d'un continent. Les États-Unis ne sont pas encore en guerre, mais les plus lucides sentent le vent tourner. En Europe, les armées de Hitler grondent déjà. Les stratèges américains le savent. La prochaine guerre sera mobile, rapide, mécanique. Et une armée mobile exige une chose avant tout, la logistique. Le rapport du Quartermaster Corps, sobre et prémonitoire, stipule: le nouveau véhicule doit transporter 2,5 tonnes sur tout terrain, du désert au marécage, être produit en masse par l'industrie civile et être si fiable qu'un soldat de 20 ans, sans formation technique, puisse le réparer. Ce cahier des charges, presque naïf, allait pourtant donner naissance à l'un des engins les plus symboliques de la Seconde Guerre mondiale, le GMC CCKW. Chez General Motors, dans la division Yellow Coach de Pontiac, les ingénieurs se mettent à la tâche. Leur point de départ, un camion conçu pour l'armée française. Ironie du destin, la France tombe avant même que la production ne commence. Le projet aurait pu mourir là, oublié dans les tiroirs d'un bureau d'études. Mais l'Amérique entre dans la guerre des idées avant d'y entrer par les armes. En 1940, GMC perfectionne le concept: châssis renforcé, moteur 6 cylindres de 270 pouces cubes, transmission Warner à 5 vitesses, double essieu arrière pour supporter les charges et surtout une conception modulaire pensée pour être assemblée par des milliers d'ouvriers civils sur tout le territoire américain. Les ingénieurs l'appellent simplement CCKW. C'est pour 1941. C'est pour cabine conventionnelle. K pour transmission intégrale. W pour essieux jumelés. À Aberdeen Proving Ground, les premiers exemplaires sont malmenés sans pitié. Boue, sable, pente, surcharge, moteur tournant des jours entiers sans arrêt. Aucun ne cède. Le verdict tombe. Ce camion peut traverser un continent. Lorsque le premier lot de 8000 unités sort des usines, à la fin de 1941, personne n'imagine encore l'ampleur du rôle qu'elles vont jouer. Même le lieutenant-colonel Dwight Delaware, alors simple observateur, note distraitement le véhicule dans ses listes. Camion standard, conforme, rien de plus. Puis vient le 7 décembre 1941. Pearl Harbor. L'Amérique s'éveille en une nuit au rugissement d'une guerre totale. Les usines se convertissent à la vitesse d'un front qui s'ouvre. À Saint-Louis, à Pontiac, à Flint, les chaînes tournent jour et nuit. En quelques mois, la production du CCKW passe de centaines à des dizaines de milliers par mois. On simplifie les modèles. La cabine fermée de métal laisse place à une bâche de toile pour économiser l'acier, alléger les chargements, permettre aux conducteurs de sauter plus vite en cas d'attaque. Certains modèles reçoivent un treuil frontal, d'autres un affût de mitrailleuse Browning .50 pour repousser les avions ennemis. Sous le capot, le moteur GMC 270 développe 104 chevaux. Pas de quoi rivaliser avec un char, mais sa magie est ailleurs. Il ne s'arrête jamais. Il accepte la poussière, la chaleur, le froid. Il démarre après des jours sans entretien. Il pardonne. Les Allemands ont leurs Opel Blitz, les Britanniques leur Bedford QL, les Soviétiques leur GAZ AA. Mais aucun pays ne peut rivaliser avec la démesure industrielle américaine. Entre 1941 et 1945, plus de 528 000 CCKW sortent des chaînes, sans compter la version amphibiduc. L'Allemagne, elle, n'en produit que 15 000 de catégories équivalentes. Le CCKW devient un symbole silencieux de la puissance américaine. Il ne tire pas, mais il livre tout ce qui tire. Il ne détruit pas, mais il transporte ce qui détruit. À chaque débarquement, à chaque progression, il est là, en retrait, invisible, mais essentiel. Au printemps 1943, alors que les Alliés s'apprêtent à envahir la Sicile, le général John Selznick commence à faire les comptes. Chaque division consomme des centaines de tonnes par jour, nourriture, essence, munitions, matériel médical. Et quand les rails seront inutilisables, qui portera tout cela? La réponse est simple. Un moteur à 6 cylindres, un plateau de 3,50 m et une armée de conducteurs qui ne connaîtront jamais la gloire. La machine est prête. Reste à savoir si l'homme tiendra. 25 août 1944. France libérée, mais épuisée. Les routes encore fumantes de la bataille de Normandie deviennent le théâtre d'une autre guerre invisible, acharnée, mécanique. Le tonnerre des canons s'éloigne à l'est, mais derrière lui, une armée entière lutte contre un ennemi sans visage. La distance. La 3e armée de Patton file vers la frontière allemande. En tête, les Sherman avancent à une allure jamais vue, avalant jusqu'à 80 miles par semaine. L'Europe semble s'effondrer devant cette charge.
Mais dans le sillage des blindés, les convois de ravitaillement peinent à suivre. Les camions GMC CCKW roulent jour et nuit, leurs moteurs hurlant dans le brouillard, leurs pneus mâchés par les cailloux et la fatigue. Chaque gallon d'essence, chaque caisse de munitions, chaque ration devient un trésor qu'on arrache au chaos. Les planificateurs avaient tout prévu, sauf l'imprévisible. Ils croyaient que les chemins de fer français, une fois libérés, prendraient le relais. Mais la campagne de bombardement allié qui avait anéanti les communications allemandes avait aussi détruit ponts, rails et gares. Résultat, les camions doivent tout transporter. Tout. Et soudain, la victoire s'immobilise. Les chars s'arrêtent. Les divisions attendent. Non pas faute d'ennemis, mais faute d'essence. Les dépôts se vident. Les obus s'amoncellent sur les quais sans camions pour les acheminer. Les soldats s'agacent, les généraux se disputent. Eisenhower, depuis son quartier général, se retrouve face à un dilemme historique. Continuer l'offensive à tout prix ou préserver ses armées au risque de laisser respirer l'ennemi. Patton, fidèle à lui-même, gronde. Donnez-moi l'essence, et je traverserai l'Allemagne comme un couteau dans le beurre. Mais les chiffres le trahissent. Sa troisième armée consomme à elle seule 800 000 gallons par jour. Ajoutez la première armée, et vous obtenez 1,6 million de gallons quotidiens à convoyer sur plus de 500 miles de routes dévastées. Aucun système n'est prêt à soutenir un tel flux. L'armure américaine, la plus puissante du monde, se retrouve prisonnière de ses propres réservoirs vides. Alors, dans la panique feutrée des états-majors, une idée surgit, simple, brutale, géniale. Créer une autoroute invisible dédiée aux camions. Le plan prend forme en 36 heures. On l'appelle le Red Ball Express, un nom emprunté au jargon ferroviaire. Red Ball désigne un convoi prioritaire. 2 routes parallèles seront réservées exclusivement au ravitaillement. Pas de circulation civile, pas d'obstacles. Les intersections sont tenues par la Military Police. Les convois rouleront sans arrêt, jour et nuit, phares éteints, moteurs rugissants. Une file ininterrompue de CCKW, roulant à tombeau ouvert, chargée d'essence, de munitions et de vivres. Le 25 août 1944, le premier convoi s'élance de Cherbourg vers Chartres. 6 000 véhicules, 412 km de route, 12 500 tonnes transportées chaque jour. La machine logistique la plus audacieuse jamais tentée dans l'histoire militaire vient de naître. Mais derrière les chiffres se cachent l'humain et l'enfer. Les conducteurs du Red Ball Express ne sont pas des héros de cinéma. Ils ne manient pas des fusils, mais des volants. Ils ne détruisent pas, ils livrent. Et la plupart d'entre eux sont des soldats afro-américains cantonnés dans des unités de service en raison de la ségrégation raciale. Pourtant, ce sont eux qui tiennent la ligne, jour après jour, nuit après nuit. Les règles, théoriquement strictes. En pratique, abolies. Les camions doivent rouler par groupe de 5. Oubliés. Les limiteurs de vitesse fixés à 56 000 par heure, arrachés. Les chauffeurs foncent à 70, parfois 80 miles à l'heure, sur des routes étroites, sans lumière, sans sommeil. Un conducteur s'endort, l'autre prend le volant sans arrêter le camion. Certains roulent 20 heures d'affilée, d'autres 3 jours sans s'allonger. Les accidents sont innombrables. Les GMC surchargés, parfois 4 ou 5 tonnes au lieu de 2,5, explosent leurs pneus, fendent leurs essieux ou s'écrasent dans les fossés. Les routes françaises deviennent des cimetières mécaniques, jonchés de carcasses éventrées qu'on dépouille pour en réparer d'autres. Les soldats britanniques plaisantent. Quand tu entends le rugissement d'un convoi Red Ball, grimpe dans un arbre. Et pourtant, malgré la casse, malgré l'épuisement, le flux continue. En 83 jours, jusqu'à l'ouverture du port d'Anvers, le Red Ball Express livre près d'un demi-million de tonnes de matériel à l'avant. Une ligne de vie d'acier et d'huile reliant l'océan à la frontière du Reich. Patton, voyant ses chars renaître de la panne, comprend enfin la vérité. Mes tanks ne valent rien sans essence. Les vrais héros, ce sont les chauffeurs. Il rend hommage, personnellement, à ces hommes qu'il avait jusque-là ignorés. Et dans le vacarme du front, entre les crissements de frein et les moteurs qui chauffent, un changement profond s'opère dans l'esprit des généraux. Le camion, ce symbole d'ennui administratif, devient une arme stratégique. Décembre 1944. Les Ardennes. Le vent souffle entre les forêts de pins, charriant des flocons épais sur des routes verglacées. Les camions GMC CCKW gémissent sous la neige, leurs moteurs tremblants dans le froid. Les pneus crissent, les chaînes grincent, mais ils avancent. L'offensive allemande, la dernière, vient de frapper. C'est la bataille des Ardennes. Et une fois encore, la survie des Alliés ne tient qu'à une chose, le flux. Les tanks, les canons, les hommes attendent. Mais ceux qui font battre le cœur du front, ce sont ces camions. Des centaines, des milliers,
serpentant dans la nuit hivernale, transportant essence, obus et espoir. Les routes sont bombardées, les ponts sautent, mais le Jimmy, ce surnom affectueux donné au CCKW, continue. Il roule dans la neige, dans la boue, dans les ruines, dans tout ce que la guerre lui oppose. À ce moment précis, les stratèges comprennent ce qu'Eisenhower formulera plus tard avec une clarté glaciale. La logistique n'est pas un soutien, c'est la guerre elle-même. Le Red Bull Express est officiellement le 16 novembre 1944, remplacé par les voies ferrées réparées et le port d'Anvers. Mais son héritage reste immense. Il a prouvé que le camion simple, robuste, ignoré pouvait décider du sort d'une armée entière. En 3 mois, ses conducteurs ont livré plus de 400 000 tonnes de matériel, assez pour maintenir tout le front occidental en mouvement. Et parmi eux, 75% étaient des soldats afro-américains. Ils ont conduit dans la peur, dans la fatigue, dans la nuit, sans reconnaissance, sans décoration. Leurs visages ne figureront pas sur les affiches de la victoire, mais chaque mile parcouru par leur camion a rapproché la fin de la guerre. Leurs mains noires sur le volant d'acier ont fait bouger l'histoire, même si l'Amérique d'alors refusait encore de les voir. La guerre se termine. Mais 1945, l'Allemagne capitule. Les CCKW, couverts de boue, d'huile et de gloire silencieuse, rentrent au dépôt. Beaucoup sont revendus, d'autres continuent leur service. Certains rejoindront la Corée, d'autres encore rouleront sous des drapeaux étrangers en Afrique, en Asie, en Europe de l'Est. Pendant des décennies, on les verra encore, fatigués mais indestructibles, transporter du bois, des vivres ou des soldats. Dans certains pays, jusque dans les années 1990. Quand le M35 viendra les remplacer dans les années 50, il héritera directement de leur conception. Même gabarit, même philosophie, simple, fiable, universel. Le CCKW avait défini une norme éternelle, le camion militaire standard. Eisenhower, dans ses mémoires publiés en 1948, citera le GMC-CCKW parmi les 6 armes qui ont gagné la guerre, aux côtés de la bombe atomique, du radar, du SK-47, du LST et de la Jeep. Un simple camion, élevé au rang de légende stratégique. Parce que ce que la guerre avait révélé, c'était une vérité brutale et universelle. Les amateurs parlent tactique, les professionnels parlent logistique. Aujourd'hui, plus de 80 ans après leur conception, certains CCKW ronronnent encore. Dans des musées, des défilés ou des fermes, ils roulent toujours, fiers, lourds de mémoire. Leurs moteurs sentent encore le plomb et la poussière. Et quand leurs roues se mettent en marche, on croirait entendre, quelque part dans le vent, le grondement des convois du Red Bull Express, ces artères de fer qui ont alimenté la victoire. Ces camions n'ont jamais tiré un coup de feu, mais ils ont fait tirer les autres. Ils n'ont jamais pris une colline, mais ils ont permis à d'autres de la conquérir. Ils n'ont jamais fait la une des journaux, mais sans eux, il n'y aurait jamais eu de victoire. Le GMC-CCKW, le Düsseldorf, le Jimmy n'était pas seulement un camion. Il était la colonne vertébrale de la liberté. Une armée entière roulait sur ses roues. Et dans ce grondement sourd de 6 cylindres, se trouvait le vrai son de la victoire.